Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel agro-webinaire du mardi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture biologique et particulièrement sous forme d'une question, l'agriculture biologique se fera-t-elle demain sans élevage? Donc, ce sera Soisic Rouget de l'ITAB qui va animer ce webinaire et la laisserai présenter le sujet ainsi que les intervenants. Du coup, je vais laisser la parole à Soisic pour présenter le sujet et les intervenants. Bon webinaire à tous. Merci, bonjour à Soisic. toutes. Merci, bonjour à toutes et tous. Soisic Rouget, je coordonne le pôle élevage à l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Merci de participer à ce webinaire organisé par Agrinium et Lacta. En tant qu'ITAB, nous proposons un cycle de conférences traitant des questions de l'agriculture biologique. Et en tant qu'équipe pôle élevage de cet institut technique, nous avons choisi d'adresser la question de la place de l'élevage dans l'agriculture biologique. Des travaux scientifiques et des préoccupations sociétales questionnent l'élevage pour sa contribution au changement climatique, dans le domaine du bien-être animal ou encore pour les pollutions qu'il peut causer. Pour autant, son rôle semble essentiel en agriculture biologique. Pour traiter cette problématique, 3 intervenants participent aujourd'hui. Benoît Drouin, vous êtes éleveur près du Mans, en vaches laitières, volailles de chair. Vous êtes administrateur des fermiers de Loué et ex-président du réseau CIVAM, en bio depuis une petite vingtaine d'années. Hervé Bonjour. Longy, vous êtes animateur de Réseau Thème, rattaché au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Réseau Thème est un collectif qui accompagne la transition agroécologique dans l'enseignement agricole. Et Guillaume Martin, vous êtes chercheur INRAE en agronomie système, basé à Toulouse. Bonjour. Pour ce webinaire, on va avoir 2 grands temps. D'abord, vous 3 intervenants prendrez la parole autour de la thématique choisie aujourd'hui. Puis nous aurons un temps d'échange autour des questions que vous pouvez poser au fil de l'eau, comme vient d'indiquer Monsieur Prévost. Je donne la parole à Guillaume Martin pour nous livrer un état de l'art autour de la question choisie aujourd'hui. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran en mode plein écran? C'est bon? On en voit, on t'entend bien. Je vais vous faire une rapide introduction pour répondre à la question la bio demain sans élevage. Pour commencer, Arvalis nous dit, à partir d'un essai de système grande culture biologique autonome, qu'il est difficile de maintenir la fertilité des sols en bio sans élevage. Donc, on a un certain nombre de contre-exemples. Par exemple, ici, un article de la France agricole qui présente une exploitation en bio depuis près de 50 ans et qui historiquement avait un élevage de moutons et qui aujourd'hui fonctionne sans élevage. Donc, pour fonctionner sans élevage, l'agriculteur intègre des prairies de luzerne ou de trèfle violet. Il diversifie l'assolement en intégrant notamment des cultures de légumineuses comme la lentille et du pois chiche. Il utilise aussi des engrais verts pour apporter de l'azote, mais on va dire que c'est globalement vrai, il est difficile de maintenir la fertilité des sols sans élevage. Donc pour illustrer ça, je vais repartir d'un essai suisse, un historique de 35 ans, en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. Vous voyez en haut qu'il y a une succession de rotations. La rotation n'a pas été identique au fil du temps. Et on retrouve des cultures un peu classiques. Par exemple, sur la dernière période, la tête de rotation, c'est un maïs en silage suivi d'un engrais vert, puis soja, blé d'hiver, engrais vert, pommes de terre, blé d'hiver, et puis 2 années de mélange régras-trèfle. Et dans cet essai, ils ont comparé plusieurs traitements, un témoin sans fertilisation, un système en agriculture biodynamique avec une fertilisation basse, c'est-à-dire des apports de fumier qui correspondraient à un équivalent de 0,7 UGB par hectare et par an. Un autre système en biodynamie, mais avec 1,4 UGB par hectare et par an. 2 systèmes en agriculture biologique, l'un avec une fertilisation basse, l'autre avec une fertilisation plus classique, donc avec un équivalent UGB de 1,4 UGB par hectare et par an. Et puis 2 systèmes conventionnels avec du fumier et des engrais minéraux.
donc toujours avec ce 0,7 et 1,4 UGB par hectare et par an, et un témoin où on n'a que de la fertilisation minérale et en s'autorisant à fertiliser au maximum des normes autorisées dans le contexte suisse. Et dans ce cadre-là, les collègues ont suivi sur toute la durée de l'essai l'évolution des stocks d'azote dans l'horizon superficiel. Et donc, vous voyez que pour un certain nombre de traitements, notamment le contrôle sans fertilisation, on a une chute au fil du temps des stocks d'azote dans le sol, alors qu'à l'inverse, pour le système en biodynamie avec 1,4 UGB par hectare et par an, on a une augmentation au fil du temps qui est assez légère, mais on a quand même une augmentation de ce stock d'azote au fil du temps. Et donc, tout ça nous conduit à avoir une discrimination entre des systèmes sur l'axe des ordonnées. Vous avez des systèmes qui vont stocker de l'azote ou au contraire qui vont miner le sol. Et puis sur l'axe des abscisses, vous avez le bilan azoté de ces systèmes, donc des systèmes qui sont en surplus ou en déficit. Et donc vous voyez que finalement les situations où on arrive à la fois à ne pas être en déficit et à ne pas miner le sol, ce sont les systèmes donc où on a à chaque fois 1,4 UGB par hectare et par an. Donc ça semble être un peu le minimum pour garantir un maintien de la fertilité au fil du temps. Et sinon, on a tendance à miner un peu le sol et les stocks d'azote disponibles. Pour le phosphore, on est un petit peu dans la même situation. Donc ici, vous avez une étude qui a été conduite en France sur 23 fermes avec ou sans élevage, et où on a regardé les entrées de phosphore via les intrants et le bilan de phosphore apparent sur une année. Et donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de situations sans élevage, donc que j'ai entouré en rouge, qui parviennent à avoir un bilan apparent sur le phosphore positif, mais cela se fait au prix d'entrée de phosphore via du compost, des fertilisants organiques relativement importantes. Et dès lors qu'on ne fait pas d'apport, vous voyez dans le graphique du bas qu'on mine le sol, c'est-à-dire qu'on a une diminution au fil des ans du stock de phosphore dans le sol. Et ce qui conduisait les animateurs du projet Rotabé, qui était un réseau d'essais en grande culture biologique, à la conclusion que les bilans sur le phosphore plongent très vite. On peut atteindre 10% de baisse relative de teneur par année culturale, et les teneurs les plus basses avoisinent des niveaux généralement considérés comme critiques en agriculture conventionnelle. Et donc, il concluait que le phosphore pourrait très vite devenir le facteur limitant du rendement après l'azote dans les systèmes de grande culture biologique sans élevage. Mais d'un autre côté, comme le disait Swazik en introduction, on a un certain nombre de critiques vis-à-vis de l'élevage parce que les produits animaux, ils alourdissent l'empreinte carbone de notre assiette. Il est aujourd'hui assez bien établi que le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, il est directement lié à la part de protéines animales dans nos régimes alimentaires. Dans l'étude Eat Lancet qui propose un certain nombre de régimes alimentaires pour respecter des objectifs de santé de la planète, il ressort qu'on consomme beaucoup trop. Donc, vous avez le 100% qui représente en pointillé orange, qui représente ce vers quoi il faudrait tendre pour la santé de la planète. Et vous voyez que on consomme beaucoup trop de viande rouge, beaucoup trop d'œufs. Et donc, il y a un rééquilibrage à faire pour aller vers une assiette plus en phase avec la santé de la planète. Et donc, ça correspond aussi à ce qu'on retrouve dans différents scénarios de prospective sur les systèmes agricoles et alimentaires, notamment le scénario After 2050, qui suggère qu'il faudra consommer moins de viande et d'œufs notamment, et beaucoup plus de fruits, de légumes, de légumineuses et de fruits à coque.
Donc, ça veut dire manger moins de produits animaux, mais de meilleure qualité. On a aussi un problème qui est lié à la participation des productions animales à des flux d'azote qui se sont mondialisés. Sur ce schéma, vous avez la représentation des flux d'azote entre pays sous la forme de, d'alimentation, d'aliments pour le bétail et pour les humains. Et donc, vous voyez qu'entre 1986 et 2009, on a une augmentation massive de la taille des flèches qui montre l'augmentation très forte de ces flux d'azote entre pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire qu'à l'échelle mondiale, on a petit à petit une déconnexion qui se met en place entre la production végétale et la production animale, avec des régions qui se spécialisent dans la production végétale et d'autres régions qui se spécialisent dans les productions animales. Et donc ça a des incidences sur l'environnement. Et donc, il y a un gros enjeu à redéployer de l'élevage un peu partout dans les territoires pour aller vers des systèmes plus circulaires. Un autre problème associé à l'élevage, c'est la compétition entre alimentation du bétail et alimentation humaine. Donc, sur ce graphe, vous avez les régimes alimentaires des animaux à l'échelle globale considérés dans 3 études différentes. Et il ressort qu'il y a à peu près 30% de l'alimentation des animaux qui entre en compétition avec l'alimentation humaine. C'est-à-dire que ce qui est consommé par les animaux pourrait être utilisé pour l'alimentation humaine. Et donc, on pourrait augmenter la quantité de produits des cultures pour l'alimentation humaine de 2/3 si ces produits n'étaient plus distribués au bétail. Et donc, il y a un enjeu à développer des systèmes d'élevage qui ne génèrent pas de concurrence entre alimentation animale et alimentation humaine. Donc, finalement, quel élevage et pour quel rôle dans l'agriculture bio de demain? Donc, on peut imaginer que en recyclant les coproduits et la biomasse des prairies dans le système alimentaire, les animaux d'élevage, ils peuvent jouer un rôle crucial pour l'alimentation humaine. Donc, c'est replacer l'élevage dans une perspective de circularité et en évitant la compétition. Et puis, avoir un élevage diversifié pour tirer parti de la diversité des ressources locales et pour fournir une diversité de services aux cultures. Donc, avoir des ruminants, mais aussi des monogastriques qui vont pouvoir valoriser certains types de coproduits. Donc, finalement, ça nous invite à aller dans ce qui est un peu le système de Benoît, un système en polyculture, polyélevage qui est territorialisé, donc qui valorise bien ces ressources locales qui est inscrit dans le territoire. Donc, comment faire pour aller vers ça? Ça veut dire qu'il faut redéployer l'élevage dans les territoires. Il y a différentes modalités pour recoupler culture et élevage. La première, c'est d'ajouter un atelier d'élevage sur sa ferme, mais on n'a pas nécessairement l'envie de remettre de l'élevage, donc ça peut se faire par un partenariat avec un ou des éleveurs ou avec un ou des bergers qui sont disposés à venir pâturer ou sur une ferme de grande culture. Et ça peut même être les deux, puisqu'il y a des agriculteurs qui réintègrent de l'élevage sur leur ferme, mais qui font aussi appel à du partenariat. Comment valoriser ces animaux une fois qu'on les... comment alimenter ces animaux une fois qu'on les a réintégrés? Donc, il y a un intérêt à mieux valoriser les coproduits. Donc ici, c'est une étude conduite par des collègues autrichiens qui ont comparé de l'eau de vache alimentée avec une ration classique et une ration où on a substitué tous les aliments concentrés entrant en concurrence avec l'alimentation humaine par des coproduits. Et donc, ils ont utilisé du son de blé et de la pulpe de betterave pour remplacer des concentrés à base de céréales. Et finalement, ils ont observé aucune différence sur les paramètres de production, que ce soit le rendement laitier des animaux, la matière utile du lait ou sa composition chimique. Donc, les coproduits sont une vraie source pour alimenter sans concurrence avec l'alimentation humaine. Alimenter le bétail sans concurrence avec l'alimentation humaine. Et on a aujourd'hui des gisements importants de coproduits.
On a aussi un enjeu à mieux valoriser toutes les surfaces abandonnées. Il y a une étude conduite par le Centre européen de recherche sur l'agriculture qui prévoit que ces surfaces vont atteindre à peu près 3% de la surface agricole actuelle en 2030, avec certaines régions où c'est particulièrement critique, avec de l'ordre de 20 ou 30% de surface abandonnée. Or, ces terres, elles ont un vrai potentiel pour alimenter le bétail. En Norvège, par exemple, une étude sur le retour au pâturage de zones abandonnées a permis d'augmenter la production annuelle de biomasse de 72% en passant de 3,06 à 5,27 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, c'est une vraie option pour alimenter les animaux. Une autre, c'est de mieux valoriser les surfaces pastorales qui représentent quand même 10% de la surface agricole utile en Europe et dont l'utilisation tend à diminuer soit en raison de l'intensification de l'agriculture, soit en raison de l'arrivée de nouveaux prédateurs. Et néanmoins, c'est des surfaces sur lesquelles on a des ressources alimentaires à faible coût d'opportunité, donc n'entrant pas en compétition avec l'alimentation humaine. On y trouve des plantes qui contiennent des composés favorables au contrôle des parasites. Et puis, elles ont une production de biomasse qui n'est pas négligeable. Dès lors qu'il y a un minimum de fertilisation, on peut augmenter significativement la production de biomasse sur ces surfaces. Et puis, elles fournissent un certain nombre de services à la société par la conservation des paysages ou la préservation des incendies. La prévention, pardon, des incendies. Réintégrer de l'élevage, c'est aussi une opportunité de remettre en place des prairies temporaires dans les rotations et de valoriser des couverts végétaux. Donc, ces prairies et ces couverts, ils vont fournir un certain nombre de services qu'on peut qualifier de services intrants pour les cultures. Donc, ça va permettre d'augmenter la matière organique dans le sol et donc d'avoir une meilleure rétention en eau du sol. Ça va permettre, s'il y a des légumineuses, de fournir des nutriments pour la culture suivante, de conserver et d'améliorer la structure du sol, ou, par exemple, si on met en place une luzerne, de gérer certaines adventices vivaces qu'on a du mal à réguler autrement en agriculture biologique. Et puis, on va fournir aussi un certain nombre de services pour la production et à la société. Donc, des habitats pour la biodiversité en ayant un couvert permanent, de la régulation du climat en stockant du carbone, purification de l'eau en évitant le lessivage des nitrates et puis de la production fourragère pour alimenter les animaux. Et finalement, ce système-là, c'est un peu revenir à ce qu'on pouvait trouver dans le passé à l'époque où on n'avait ni engrais de synthèse ni pesticides. Donc ça, c'est un article sur la révolution agricole au XVIIIe siècle et où on peut lire que dans le Gers, les moutons étaient nombreux grâce à l'abondance des packages, y compris des chaumes. On avait un assolement biennal avec à peu près moitié de terres arables en céréales d'hiver, l'autre moitié en jachère. Sur cette jachère, on pouvait faire des cultures dérobées, des légumes, des choux, des fèves, et que cette jachère jouait un rôle capital de pâturage supplémentaire. Ça permettait aux paysans d'avoir plus de fumure et donc plus de blé. Et donc chaque ferme constituait un tout, elle se suffisait à elle-même. Et donc si on va si on pousse cette perspective à l'échelle globale, des collègues ont essayé d'étudier jusqu'où on pourrait aller en termes de surface en bio en suivant cette logique. Et donc, si on généralise l'agriculture biologique sur 100% des terres agricoles à l'échelle mondiale, la carence en azote serait assez importante et donc ils estiment qu'on aurait une perte de production alimentaire de l'ordre de 35% qui serait critique pour alimenter l'ensemble de la population. Par contre, ils montrent qu'on pourrait atteindre 40 à 60% de surface agricole en bio en fournissant une alimentation suffisante pour 7 milliards d'humains, mais ça à condition de diminuer drastiquement le nombre d'animaux, de favoriser les ruminants vis-à-vis des monogastriques, de redistribuer l'élevage partout dans les territoires, de réduire les pertes et les gaspillages alimentaires, et puis de renverser le rapport entre protéines animales et protéines végétales dans notre alimentation. Je vous remercie.
Et merci à vous, Guillaume, pour cette intervention. À vous, Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter, éventuellement réagir sur ce qu'on vient d'entendre, et puis nous dire sur votre ferme quel rôle a l'élevage, et plus largement, avec un peu plus de recul, dans les filières bio, quelle place pourrait avoir l'élevage demain? Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi je suis installé sur une ferme de polyculture élevage au nord-ouest du Mans. Donc une ferme familiale depuis plusieurs générations, en bio depuis presque 20 ans maintenant, le temps passe vite, avec un système très tourné vers l'autonomie, hein. C'était vraiment ce qui m'a guidé dans la construction de mon système, et une complémentarité dans ce qu'on appelle le polyélevage, à savoir ne pas avoir qu'un seul type d'élevage, mais deux types d'élevage. Donc aujourd'hui, en fait, on élève 70 vaches laitières. Et puis à côté de ça, on produit des poulets de chair, donc 4 bâtiments 400 mètres carrés, donc ça fait en gros 48 000 volailles produites par an, le tout sur 135 hectares. Donc si vous calculez assez rapidement, vous verrez qu'il manque un peu de céréales pour produire toutes ces volailles. Donc il y a un échange avec un autre agriculteur en fait, qui lui est sur des terres un petit peu plus crayeuses, parce que nous on a la chance en fait d'être aux confins du bassin parisien quand on regarde à l'est et du massif armoricain quand on regarde à l'ouest. Et moi, j'ai pas la chance de pouvoir faire de la luzerne. Et comme c'était bien montré tout à l'heure, le système de culture avec la luzerne, c'est bien d'avoir la luzerne. En fait, ça permet, dans un système sans élevage, c'est pas mal, mais il faut quand même qu'il y ait bien un éleveur au bout pour valoriser la luzerne, à moins de la mettre dans un méthaniseur, mais ça, c'est un autre débat, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le système est organisé en fait totalement autonome pour la partie vache laitière, donc avec un système pâturant type pâturage tournant. Alors, je n'ajoute pas d'autres adjectifs, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit fleurir plein d'adjectifs, mais c'est juste un simple pâturage tournant qui permet, comme ça a été montré tout de suite dans l'étude, en fait, d'augmenter les rendements, puisqu'on sait que le pâturage tournant, en fait, avec un simple fil avant, hein, voilà, il y a aussi les questions de travail qui sont importantes. Avec un simple fil avant, aujourd'hui, on peut augmenter les rendements d'entre 30 et 35% par rapport à un pâturage en plein. On a la chance d'être sur des sols assez portants, donc des limons sur des schistes, donc ce qui permet en fait, malgré le changement de climat, le pâturage s'est un petit peu décalé, le calendrier fourrager tel qu'il était appris dans les écoles d'agriculture a beaucoup changé. Aujourd'hui, en fait, on peut sortir les animaux très tôt. La preuve, cette année, ils sont sortis la semaine dernière pour la première fois. Voilà, donc ce qui permet en fait un déprimage plus rapide et une pousse de l'herbe bien plus anticipée que ce qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. Par contre, on n'est pas à l'abri de trous fourragers, à savoir quand on a des pénuries d'eau au mois de juillet-août, où là, on est obligé de nouveau à fourrager. Les excédents d'air, en fait, sont stockés sous forme d'ensilage d'herbe, donc d'ensilage de luzerne avec l'échange avec l'agriculteur avec qui je m'entraide, et puis un complément de foin. Voilà. Et après, il y a une production céréalière sur la ferme d'environ 50 hectares, donc destinée essentiellement aux volailles, mais une petite partie est quand même donnée en mélange céréalier aux vaches laitières pour maintenir un minimum de taux, puisque derrière, on a un atelier de transformation et de fromage. Et ma fromagère, en fait, c'est important que je lui livre un lait de très bonne qualité pour arriver à faire du beurre et de la crème. Donc, en fait, c'est un équilibre entre tout ça qui fait que au bout de 20 ans, en fait, aujourd'hui, de pratique de système, ben, je m'aperçois que c'est relativement résistant, malgré les aléas, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient économiques, puisqu'en ce moment, la bio est quand même assez malmenée en termes de prix, notamment de prix du lait. Et on voit que ce système, en fait, est relativement résilient pour ça. Sur la partie volaille, en fait, l'aliment n'est pas fabriqué sur la ferme. Parce que je pense que je vais avoir la question. J'ai un contrat, en fait, tripartite avec un fabricant d'aliments du bétail, ma coopérative, pour que ce soit mes céréales qui soient réutilisées et avoir un bilan équilibré autour de ça. D'un autre côté, on fait aussi des protéines. Alors, pas de soja, protéines intéressantes pour les volailles. C'est un autre débat. On a vu avec les gros flux d'azote. Là, on voit les grandes flèches qui viennent d'Amérique du Sud. C'est exactement ça. Mais des févrols, des pois, qu'on arrive à valoriser, mais dans des quantités assez limitées et qui ont un inconvénient, c'est qu'ils n'apportent pas les acides aminés indispensables pour les volailles. Donc voilà, on a aussi ces limites-là. Alors, le soja demain en France, sans irrigation, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. On verra, mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Donc ces échanges sont toujours un peu nécessaires entre les pays. Moi, j'aime bien l'autonomie. L'autarcie, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on arrive à faire quelque chose de possible autour de ça. Alors après, pour revenir à la question sur l'élevage, et pas d'élevage en bio demain, bon, moi, forcément, je vais avoir une vision peu objective puisque j'ai toujours été éleveur. Donc, je ne conçois pas un système de production sans élevage. Quand bien même il y ait des externalités négatives à l'élevage, on en a parlé tout à l'heure. Alors après, c'est un gros débat aujourd'hui, on ne va pas rentrer dedans, mais il faut savoir comment on compte. Sinon, si on compte la viande uniquement en mesurant un ACV, je pense qu'on se trompe.
Aujourd'hui, il faut arriver à avoir une méthode qui mesure l'impact de l'élevage à l'échelle du système ou même à l'échelle d'un écosystème. Et puis, dans une autre dimension qu'on oublie très souvent, un ACV, c'est un instant T. On oublie très souvent la dimension du temps. Quand on parle de durabilité, on parle d'être là encore demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et quand on oublie ça, dans les calculs, on peut très vite faire dire n'importe quoi à des chiffres. C'est pour ça que moi, je dis, je ne suis pas très inquiet par l'élevage. Je pense que l'élevage aura toujours sa place. Mais exactement comme ça a été décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un élevage peut être bien moins intensif qu'il est aujourd'hui, mieux réparti. Alors ça, c'est un vœu pieux, c'est-à-dire mieux réparti pour que les flux d'azote, les flux de phosphore, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, bah, soient beaucoup mieux répartis, parce que sinon, on va habiller une région et on va en déshabiller une autre. Alors évidemment, après, il faudra regarder aussi les outils de l'agroalimentaire qui sont en place, parce que même si moi qui fais de la vente directe, je pense qu'on a aussi besoin d'outils agroalimentaires. Il faut bien transformer les volailles, il faut bien transformer le lait. Euh, 90% des gens vivent en ville, c'est une réalité. À moins de ramener tout le monde à la campagne et que chacun fasse ses yaourts, moi je suis pas contre, mais je pense que la réalité, elle est un peu plus complexe que ça. Donc voilà, et pour qu'un outil économiquement tourne, bah, il faut quand même qu'il y ait de la production autour. Donc tous ces enjeux-là sont à prendre en compte. Et le dernier facteur, c'est le facteur humain. Le facteur humain, parce qu'il faut bien comprendre que cette agriculture, en fait, avec plus d'élevage, demande plus de main-d'œuvre et pas forcément bien rémunérée. On le sait tous, on l'a vu les jours précédents. Donc, je pense que c'est tous ces critères-là et le facteur humain, en fait, qu'il faudra remettre au cœur de la transition. Sinon, je pense que l'élevage bah, va continuer à diminuer. Certains s'en réjouissent parce que, soi-disant, c'est bon pour la planète. Mais je pense qu'à long terme, on perdra en fertilité des sols. Quand on parle de matière organique dans les sols, on sait très bien que c'est quand même plus facile d'augmenter son taux de matière organique dans les sols. Et moi, c'est quelque chose que je suis beaucoup depuis 20 ans. Et avec l'élevage, quand même, on est un peu moins méritant que les autres. Voilà ce que je voulais dire. Après, bah, il y aura sûrement des questions, donc je serai prêt à répondre tout à l'heure. Merci Benoît. On enchaîne avec Hervé Longy pour avoir un aperçu complet. On va dire qu'on est passé on est parti du point de vue de la recherche, un point de vue terrain avec la ferme de Benoît Drouin et son vécu dans les filières bio. Et maintenant, voir ce qui se passe au niveau de l'enseignement agricole. Alors Hervé, il faut que vous activiez votre micro. Oui. Bonjour, excusez-moi, bonjour à toutes et toutes. Je suis ravi d'être avec vous là, donc pour ce webinaire. Donc, je vais rapidement vous dépeindre un peu ce qui se passe dans l'enseignement agricole et pour vous parler d'exemples. Mais je crois que les exemples, ils ont été cités. Alors, je n'aurai pas la primeur hein, parce que Guillaume les a cités et Benoît en a cité pas mal. Donc, vous allez les revoir et c'est ce qui se fait dans nos fermes de lycée agricole. Donc, l'agriculture biologique, elle s'appuie sur deux choses importantes. Hein, c'est le pacte d'orientation et puis il y a deux plans qui sont donc le plan Ambition Bio qui va être revu pour 2027 et le plan qui s'appelle EPA2 chez nous, Enseigner à produire autrement. Il a fixé des objectifs. Hein, les objectifs, alors on ne va pas tous les balayer, mais on va dire que 30% des surfaces devaient être certifiées en bio dans l'enseignement agricole pour 2025 et chaque établissement devait au moins avoir un atelier certifié en agriculture biologique. Et ça, c'était des choses importantes pour l'enseignement agricole. Alors, si on regarde, il y a aussi des formations. Il y a des formations qui sont orientées en agriculture biologique. Elles sont dispatchées dans toute la France hein, et même dans les départements d'outre-mer. Il y en a 114 qui représentent tous les niveaux, mais sachant que principalement, c'est des formations qui sont diplômantes. C'est essentiellement des BP, du BPREA. Alors, elles sont réparties dans 74 entités, qu'ils soient publiques ou privées. Alors, ce qui est plus intéressant, ce qui nous intéresse, c'est les exploitations agricoles. Il y a 136 exploitations sur 192 qui ont de l'agriculture biologique, ce qui représente en gros 71% des exploitations et ce qui couvre 33% des surfaces. Donc, vous voyez, on est bien au-delà du plan Ambition Bio. Et voilà, et on est bien au-delà des objectifs qu'on s'était fixés en 2025. Même si le bio est en crise, il y a des exploitations qui continuent à se convertir ces dernières années. La chose aussi à souligner, c'est qu'on a des ateliers technologiques qui font des ateliers de transformation et qu'il y en a à peu près 80% qui sont agréés en agriculture biologique. Alors, vous en avez de la bio, vous en avez partout, hein, c'est-à-dire vous avez vu dans les départements d'outre-mer. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ces exploitations-là? D'abord, on fait des exploitations qui sont très diversifiées, puisqu'on a toutes les productions à peu près françaises, comme on les a dans la ferme classique du ministère de l'Agriculture. Après, on a 20% des surfaces qui sont consacrées
des céréales, essentiellement pour alimenter des ateliers de monogastriques, qu'ils soient porc ou volaille. Mais vous voyez bien que les 2 tiers de la surface, c'est essentiellement de l'herbe, et cette herbe, elle sert d'abord à alimenter des bovins, qu'ils soient lait ou viande, ensuite des ovins et après des caprins. Alors, si on vient plutôt à notre exemple, vraiment, c'est est-ce que demain, l'agriculture biologique se fera sans élevage? Bon, je vais vous montrer qu'on a des exemples concrets dans nos exploitations où l'élevage est au service de différentes choses. La première, c'est, alors, tous les exemples, c'est des exemples pris de lycées agricoles qui travaillent, bien entendu, en bio. Donc là, c'est l'exploitation de Mirecourt et Mirecourt qui font pâturer donc des cultures d'hiver et également qui font pâturer des couverts végétaux. Vous avez donc, c'est un troupeau, du moins deux brebis, qui ne consomment pas 1 gramme de terre du lycée agricole. Et ça participe aussi au nettoyage donc, de futures parcelles pour des futures cultures, comme ça avait été évoqué tout à l'heure par Guillaume. Vous avez aussi donc de l'élevage donc au service de cultures pérennes et dans les cultures pérennes, c'est là où on a le plus d'exemples. Hein. La première, c'est concernant les vignes. Hein. Vous avez, que ce soit sur le Bergeracois ou sur Cosne-sur-Loire, et là sur la photo que vous avez dans le Beaujolais, à Belleville-sur-Saône. Mais également, vous en avez aussi sur les pommiers. Vous en avez sur les pommiers bio de Saint-Thierry-la-Perche où ils ont des brebis qui pâturent donc les vergers. Et vous avez maintenant, alors c'est des micro-expérimentations qui apparaissent, mais on voit de l'élevage de monogastriques au service de cultures pérennes, et notamment là, c'est à Belleville-sur-Saône, et c'est des essais avec des cochons de petite taille, parce qu'il faut qu'ils soient de petite taille, pour passer sous les ceps de vigne, parce que vous voyez que les ceps de vigne, dans ces endroits-là, ils ne sont pas très hauts. Alors ça, c'est vraiment des exemples qui montrent qu'on peut recoupler donc l'élevage et les cultures, et puis ça permet de développer des partenariats, puisque notamment sur Belleville-sur-Saône, c'est les brebis de Sibens qui viennent pâturer. Ce n'est pas forcément donc les brebis qui appartiennent donc aux établissements. Mais l'élevage, c'est également, tout à l'heure ça a été dit, c'est au service des surfaces abandonnées et au niveau et aussi des surfaces pastorales. On a un très bel exemple qui est au lycée de Rochefort-Montagne avec ce qu'on appelle un troupeau mobile. Donc, c'est des brebis ravins qui entretiennent des paysages de la chaîne des Puys. Donc, c'est la chaîne des Puys qui a été classée à l'UNESCO et qui ouvre des paysages qui étaient totalement renfermés. Donc, vous voyez le troupeau de ravins qui pâture, donc des endroits qui étaient totalement en déprise. Et une fois qu'ils ont pâturé, qu'ils ont réouvert les milieux, c'est d'autres paysans qui peuvent permettre d'assurer cette fonctionnalité-là. Enfin, un des exemples que je trouve un des plus aboutis, c'est toujours à Mirecourt, mais c'est avec un exemple de parler de polyculture qui va parler de polyélevage. Et l'idée, c'est de faire des systèmes de conception, de reconception, en pleine reconception, et des systèmes très durables. Par exemple, à Mirecourt, les surfaces herbagères sont bien entendu valorisées par des ruminants. Ici, c'est des vaches laitières en croisement. Mais l'important ici, c'est de montrer que les vaches laitières, elles sont adaptées aux conditions pédoclimatiques et qu'elles ne font que du lait à partir des surfaces fourragères. Donc, on a retiré toutes les issues des céréales et elles ne servent pas à nourrir, à faire du lait. Alors, ça sous-entend 2 choses. C'est qu'il y a quand même une baisse drastique de la production laitière, pas dans ces zones-là, mais il y a un entretien du paysage. Et ça sous-entend aussi que ça libère des surfaces qui peuvent être destinées à l'alimentation humaine. Et donc, c'est vraiment des surfaces qui vont être mises pour faire du blé, de la lentille, et qui vont être faites pour faire de l'alimentation humaine. Et avec les issues de ces céréales-là, on ne va pas se permettre de les redonner aux animaux, ou du moins à ces vaches, à ces ruminants-là. On va les donner à des monogastriques, notamment des porcs et des volailles. Et ça sous-entend une certaine flexibilité, c'est-à-dire que ça dépend des issues qu'on en a de l'année N, qu'on saura le nombre d'animaux qu'on pourra engraisser l'année N+1, quoi. Donc, ça sous-entend de la flexibilité. Ce n'est pas forcément bien adéquat par rapport à des filières longues, mais sur des systèmes de micro-territoires, ça permet de jongler aisément. Alors, je vois que l'heure qui passe,
Je voulais juste après vous montrer qu'il y a un lien social, Benoît en a parlé, qui est très important, et je n'irai que sur la parole d'une collègue, hein. Et ça, c'est spécifique au lycée agricole, hein, c'est-à-dire que l'élevage, ça peut redonner la vie d'apprendre. Et il y a eu ce qu'on appelle un dispositif tiers-temps dans les lycées agricoles qui montre que les animaux sont vraiment un levier d'accrochage, c'est-à-dire de lutter contre le décrochage scolaire. On parle plus facilement, quand on est un élève, on parle plus facilement à un mouton ou un agneau qui est né ou un petit veau qu'un grain de blé qui vient de naître, quoi. Et donc, c'est cette notion-là de pouvoir réattirer, de pouvoir refaire un peu de lien social et du lien au vivant qui est très important. Donc, j'en dirai pas plus. Voilà, et on attend vos questions. Merci de votre attention. Merci à vous pour cette présentation et à tous les trois. On passe donc à une phase de questions-réponses. Alors peut-être quelques questions d'éclaircissement pour commencer. Guillaume, vous avez échangé avec une participante qui nous interroge sur un besoin de précision sur des chiffres d'une part de l'INRAE et d'autre part de votre présentation. Peut-être reformuler la question et la réponse que vous lui donnez. Oui, donc la question portait sur les 70% de l'alimentation mondiale des animaux non consommables par l'homme, sachant que donc Fabienne renvoyait vers une page, une page web d'INRAE qui indique que 86% de l'alimentation mondiale des animaux n'est pas consommable par l'homme. Donc ma réponse portait sur le fait que il y a encore des petites différences dans les méthodes de calcul. Ces évaluations de la compétition entre alimentation humaine et alimentation animale, elles ne sont pas encore complètement calées au niveau méthodologique. Et donc, parfois, de petites différences dans les méthodes de calcul conduisent à des différences dans les résultats. Donc, ça vient sans doute de là, mais à vérifier. Ok, merci. Une autre précision peut-être sur la provenance du phosphore dans un des graphiques. D'où vient le phosphore qui n'est pas apporté par les intrants, même en élevage? Eh bien, il y en a un petit peu dans le sol, mais du coup, on va miner le sol si on n'en apporte pas via des effluents organiques ou du compost. Mais effectivement, ça va toujours passer par soit on mine le sol, soit on fait des apports, mais on le fabrique pas. Entendu. Question à Benoît maintenant. Le choix des races que vous avez fait sur votre ferme. Le Et grand peut-être débat des races. préciser, Alors, en fait, chez moi, c'est assez simple parce que comme on est la dernière commune du parc régional Normandie-Maine, donc du coup, les vaches sont des Normandes. Au-delà de ça, c'est un vrai choix, en fait, parce que historiquement, sur la ferme, c'était pas du tout ce type de race-là. C'est un choix dans le sens où la Normande est une race mixte, ce qui nous permet aussi de très bien valoriser la viande. Dans ma clientèle au magasin, donc j'ai toute une partie des gens qui achètent la viande. Voilà, donc la Normande est vraiment la race mixte par excellence, tant dans sa qualité de la viande que dans ses taux, hein, puisqu'on sait très bien que la matière grasse est quand même recherchée quand on fait du fromage. Et puis si on va sur les bas des races aussi, on sélectionne depuis très longtemps en fait aussi les bêta et les kappa caséines pour ce qui est des questions donc de rendement fromager, ça c'est sûr, mais aussi de capacité de digestion du lait par l'homme. Hein, c'est des questions que ma clientèle est très très friande et qu'il nous faut travailler puisqu'il faut bien être différenciant de l'industrie agroalimentaire classique. Et si je peux me permettre d'apporter un élément de réponse, là, dans les lycées agricoles donc, qui travaillent en bio, on s'aperçoit maintenant qu'il y a énormément, ils travaillent en croisement 3 voies ou 4 voies, là. Et donc, on commence à, du moins, ils étaient tous avant majoritairement Primostein, et maintenant, ils commencent, du moins, beaucoup deviennent en croisement 3 ou 4 voies, quoi, pour justement regagner de la rusticité. Et par rapport au rendement fromager, ça m'inspire que la semaine dernière, nous étions sur le lycée en bio à Aurillac. Et le fait de passer en toute herbe, et notamment avec des systèmes qui font uniquement une traite par jour, hein, en passant en des monotraites,
Ils gagnent énormément en fromageabilité. Notamment, ils sont passés sur du Cantal à 10 litres, 10 kilos de lait pour faire 1 kilo de Cantal, et ils viennent de passer à 7,6 kilos avec la monotraite, de 7,6 kilos pour faire 1 kilo de Cantal. Oui, des leviers en termes de race ou de fréquence de traite pour Ouais. adresser la question de la transformation derrière. D'autres questions qui interviennent sur la question de la réintroduction de l'élevage dans les zones disparues. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une position à livrer sur les leviers qui peuvent être mobilisés pour réintroduire l'élevage dans les zones où il n'y est plus? Et sachant que dans les participants, la question du levier des aides PAC est proposée. Moi, je veux bien réagir. C'est sûr que depuis 30 ou 40 ans, on a vu une concentration de l'élevage en fait, dans les régions où c'était plutôt facile à faire. Et puis après, les régions de moyenne montagne, par le levier de la PAC et notamment l'ICHN. Effectivement, que la PAC est quand même un levier, alors on ne peut pas tout lui demander, mais avec 9 milliards d'euros tous les ans, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réparti les aides à l'hectare, donc ce qui a fait une concurrence entre nous en fait pour toujours s'agrandir, et avec des surfaces qui sont relativement critiques aujourd'hui, qui permettent de s'affranchir de l'élevage, ce qui n'était pas le cas avant, quoi. Donc c'est sûr que si demain les aides sont plus ciblées vers l'élevage ou le polyélevage, peut-être même il faut même aller jusque-là, il y a de grandes chances qu'on puisse en remettre un peu partout, avec un bémol, c'est la valorisation de ces animaux. Est-ce que on a des outils pour transformer ces animaux pas trop loin? Parce que si c'est pour retomber dans les problèmes de transport, et on est en train de travailler à la directive transport au niveau de l'Union européenne en ce moment, si on retombe à ces questions-là, ben, on aura déplacé le problème, quoi. Donc c'est tout un tissu, hein, je parlais d'humain tout à l'heure, c'est un tissu agricole, un tissu industriel, et un tissu rural, quoi. C'est un tout, en fait, si on veut que demain l'élevage puisse redevenir, à revenir ou reprendre des positions où il les a abandonnées. Il y a aussi tous les services associés à l'élevage, par exemple les vétérinaires. Il faut Mm. avoir des vétérinaires capables de gérer des animaux de ferme. Est-ce que dans l'enseignement agricole, on a des idées sur ce qui est en discussion au sein du plan Ambition Bio? Et est-ce que ça peut adresser cette question de la place de l'élevage dans l'enseignement agricole, bio tout particulièrement? Alors, du moins, dans l'enseignement agricole, oui, du moins, on prépare le plan Ambition Bio qui devrait sortir théoriquement pour le Salon de l'agriculture, une des annonces du ministre. Alors, après, moi, il ne m'appartient pas d'en dévoiler le contenu, euh, mais du moins, sur l'enseignement, il va y avoir un renforcement, donc, du moins, ou un maintien de la position de l'agriculture biologique dans les enseignements, quoi. Et notamment dans les exploitations pour garder cet objectif, du moins de garder cette avance de 30% d'agriculture biologique. C'est une réponse de Normand, mais on avait un Normand parmi nous. Donc, il y a le droit. Une question qui ressort, enfin un sujet qui ressort dans diverses questions, c'est le lien avec les énergies renouvelables, ou en tout cas la question des énergies, de la compétition, de la capacité d'un méthaniseur à faire peut-être un travail similaire à celui des ruminants, et donc de valoriser l'herbe, qu'on a dit être un pivot essentiel des systèmes de culture en agriculture biologique. Est-ce que c'est plutôt une perspective positive de votre point de vue, une menace, quelles interactions? Je vais parler le premier. Moi, je pense que c'est une des menaces qui existent sur les systèmes d'élevage, notamment sur des systèmes d'élevage qui sont mécanisables, comment ça s'appelle, le tracteur, la barre de coupe peut passer, quoi. Voilà, on a vu ce qui s'est passé dans les pays du nord de l'Europe, notamment chez nous, notamment en Allemagne. Euh, bon, après, il y a quand même des zones. Moi, je suis dans le Massif central. On a des zones sur lesquelles il sera très difficile de passer donc une barre de coupe. Et donc, je crois que l'élevage sera quand même un des facteurs positifs si on ne veut pas qu'il y ait un embroussaillement ou de voir de la forêt qui gagne ou qui regagne, quoi. Et j'en profite parce que j'ai vu une question qui circulait sur la biodiversité. Et je crois que des fois que la fermeture des milieux total n'est pas signe d'une diversité riche. Mm. Ouais, ouais, je vais un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que sur une ferme, on a des zones qu'on va plus ou moins travailler, où il y a des animaux, pas des animaux. Donc on sait qu'on a des endroits où on a des réserves de biodiversité.
Moi, j'ai la chance d'être dans une zone Natura 2000, donc avec des comptages réguliers en fait, de scarabées. Donc, ça me donne une idée plus précise que juste ce qu'on en perçoit ou ce qu'on pense de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est quelque chose d'assez complexe. On voit comment il est compliqué d'arriver à en faire un indicateur, notamment dans l'affichage environnemental. Donc, on va pas rentrer dans le débat. Pour revenir sur la question de la concurrence énergie, alimentation, effectivement, la méthanisation bon, est en plein essor hein, dans toutes les régions. Euh, et évidemment que à partir du moment où on est sur quelque chose d'économique, on a intérêt à mettre dans le méthaniseur des plantes qui sont les plus rentables possibles, quoi, et qui ont le meilleur rendement possible. Je ne pense pas que l'herbe soit la meilleure des plantes à mettre dedans. Donc on aura cette concurrence et on le voit bien aujourd'hui. Les plantes qui vont dedans, bah, c'est essentiellement le maïs, hein, même si c'est doit être contrôlé, qu'on peut pas en mettre plus de 30%. Bon, la réalité des choses, on voit bien qu'en fonction des cours, les gens sont plutôt tentés de le mettre dedans. Donc moi, je vois ça plutôt comme une menace. La méthanisation, ça part d'une bonne idée à partir du moment où on est là pour essayer de traiter et de transformer en énergie les résidus dont on ne sait pas quoi faire. Là, ça part d'une bonne idée. À partir du moment où on substitue ça par de la matière qui peut servir à nous alimenter, nous, humains, directement, voire des animaux, on dévoie le système. Et l'autre grand danger que nous, on a en voie en ce moment sur la concurrence d'énergie, c'est le photovoltaïque, avec la mainmise en fait, des énergéticiens qui veulent absolument couvrir des terres agricoles, puisqu'ils ont fait le tour à peu près des friches, etc. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que les terres agricoles, d'où la notion d'agrivoltaïsme et des arrêtés décrets qui ont été publiés ou qui restent encore à publier. Mais nous, on y voit un danger, et pour les productions biologiques et sous signe de qualité, on est en train d'encadrer les choses pour aller beaucoup plus loin que le décret et faire que ces productions existeront parce qu'on n'ira pas contre les généticiens, mais on pourra les encadrer de façon à ce que ça devienne compatible avec une activité animale et de production et qu'on ne perde pas le bénéfice de l'élevage. Et pour finir sur cette histoire de méthanisation, la technologie n'est pas mauvaise en soi, mais si on veut qu'elle soit pertinente, il faut vraiment l'articuler au mieux avec ce qui est présent localement comme gisement de biomasse, avec les élevages qu'il y a autour. Et il n'y a que par une planification territoriale de comment on articule le méthaniseur avec ce qui existe déjà, qu'on arrivera à en faire un outil au service de l'agriculture biologique. Mais si on pense d'abord le méthaniseur et puis qu'après on réfléchit à qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, ce sera effectivement plutôt un risque pour l'ensemble des systèmes et en particulier les élevages, notamment avec la concurrence sur l'usage des biomasses. Ouais. Et l'autre avantage aussi de l'élevage, dans les externalités positives de l'élevage, il y a la notion de bocage et de haie. Alors que ça soit dans des régions comme chez moi plutôt fermées, ou même dans des régions comme la Champagne, on commence à avoir des agriculteurs qui replantent. L'intérêt de la haie, la valorisation du bois, parce que chez nous, il y a une filière bois qui a été mise en place il y a déjà presque 20 ans pour alimenter les chaudières de collectivités, etc. Donc ça, c'est des choses, stockage du carbone, plantation, enfin, il y a plein de choses autour de ça qui font que bah, ça, sans élevage, bah, ça va être plus compliqué de maintenir les haies, il faut être clair, hein. Ok, pour le chapitre énergie. Il y a un autre sujet qui est évoqué, qui est celui des excréments humains. Et dans ces cas-là, est-ce que ça permettrait pas de régler cette problématique de facteurs limitants que serait l'azote par le phosphore, et donc de mieux fonctionner en bio sans élevage? Ça pose quand même la question de, parce qu'aujourd'hui, dans les stations d'épuration, on récupère pas que des excréments, hein, on récupère aussi tous les produits ménagers, tout ce qui est mis dans les eaux usées. Et donc, on a plein de résidus de produits chimiques, de métaux lourds, de plastique. Et donc, si on veut aller vers un système comme ça impose de repenser intégralement notre façon de collecter et traiter les excréments. Mm. Et moi, j'ajoute malicieusement, et la façon de nous soigner. Parce que je veux dire, aujourd'hui, dans les débats sur l'agriculture biologique et notamment sur la réglementation, on a un tas de débats sur les délais d'attente, etc. Quand on a utilisé un antiparasitaire sur une poule ou des choses comme ça, et on coupe les cheveux en quatre sur des produits où il y a des délais d'attente de zéro. Si on se met demain à utiliser les urines ou les excréments humains, il va falloir faire sacrément attention à tout ça, hein, parce que là, quand on fait les analyses, les premières analyses qui ont été faites, bah, c'est pas brillant, quoi. Mais toutefois, il y a des essais qui ont été faits il y a des écoles, il y a notamment une école parisienne qui s'est mise à retraiter donc les urines. Là, ils montrent il y a des temps de latence pour bien laisser l'urine. Alors, je ne sais pas si on peut dire se reposer ou du moins, il faut un temps de latence de un mois ou un mois et demi avant de pouvoir s'en servir.
justement par rapport aux résidus dont, dont Benoît parlait. Ok, une autre question. Est-ce qu'on parle pas mal d'un côté de réduire la part de protéines animales dans l'assiette de demain, mais de l'autre côté, de la réintroduction nécessaire de l'élevage dans d'autres endroits. Alors, comment on peut gérer cette petite contradiction apparente et là où il y a réintroduction, comment valoriser les animaux? Aujourd'hui, on a quand même des problèmes de surdensité animale dans plusieurs régions européennes. Donc, ça veut dire peut-être en enlever dans ces régions où cette densité animale est trop élevée et pose des problèmes environnementaux et le redéployer là où il a complètement disparu et où du coup, on n'a plus de possibilité d'avoir cette circularité entre culture et élevage. Mais du coup, c'est vraiment, comme disait Benoît, sur redéployer de l'élevage un peu partout. C'est vraiment là-dessus qu'il y a un gros enjeu, quoi, parce que aujourd'hui, dans le sud-ouest, on nous propose de la viande de poulet espagnol et du lisier de porc breton déshydraté. Donc, énergétiquement, on marche quand même un peu sur la tête. Disons que Ok. pour compléter ce que tu dis, ce qui est vraiment compliqué, là-dedans, c'est que c'est vrai que les injonctions contradictoires, on n'est pas une près, hein, c'est un peu, c'est ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, il faut faire avec les contradictions, il faut avancer avec. La diminution de la part de la viande, en fait, aujourd'hui, elle se fait, bon, mécaniquement, elle se fait aussi par le porte-monnaie, on le voit bien tous les jours, hein. Mais il faut bien voir de quelle viande on parle. Là, quand on interroge les gens, tout le monde nous dit bah, il faut arrêter la viande bovine. En fait, quand on regarde bien plus précisément, quel type de viande bovine? Si on est sur une viande bovine faite à l'herbe, etc., quand on s'amuse à faire nous des calculs de bilan carbone en équivalent CO2, dans des systèmes très très herbagés, en fait, où il y a peu de concentré, voire pas de concentré, le bilan est plutôt excellent. Si on prend le stockage de la prairie, j'ai eu une question tout à l'heure par rapport à ça, le stockage des haies, etc., ben, on s'aperçoit que l'externalité négative liée au carbone, elle est relativement faible en fait sur les ruminants. Donc ça dépend de comment on les compte et quel type d'élevage on parle en fait. Donc quand on en parle, on parle toujours d'élevage idyllique, mais quand on compte, on prend plutôt l'élevage très intensif. Donc faire attention à ça. Et pour moi, la première injonction contradictoire, elle est là en fait. De quoi on parle? C'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Et on s'aperçoit que l'élevage vraiment à l'herbe, bah, vraiment plein d'intérêt. Et on va finir avec cette question sur le rôle des collectivités qui soutiennent ou pas des initiatives de réintroduction de polyculture, polyélevage. Est-ce que ça repose que sur les éleveurs-éleveuses? Est-ce que c'est quelque chose qui est soutenu par les collectivités? C'était une question qui était adressée plus particulièrement à vous, Hervé Longy. Oui, alors, du moins, l'exemple cité, là, c'est essentiellement, c'est avec le parc hein, des volcans d'Auvergne, hein. Donc, ça repose beaucoup sur les collectivités, hein. C'est-à-dire parce que les agriculteurs, les éleveurs, ils sont financés pour assurer ce service. Et il y a aussi du moins ça se développe de plus en plus, hein, ces services un peu écosystémiques de pâturage, notamment sur des ports, sur des zones abandonnées, ou même maintenant, il existe aussi comment ça s'appelle, des entreprises qui ont des superficies un peu élevées autour de leurs bâtiments et qui demandent que des troupeaux de moutons viennent paître leur part, quoi. Et je crois que ça fait partie de la V plus vert, quoi. Du coup, voilà. Je crois que ça fait partie de choses importantes. Mais c'est plutôt à la charge des collectivités parce que c'est quelque chose qui peut être rétribué. Ok, comme Philippe Prévost le disait dans le chat, vous êtes nombreux aujourd'hui, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On est tous les quatre membres de structures qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Pour ce qui est toi, Benoît, je sais que ça ne manque pas tes diverses interventions en différents endroits. Donc, on va conclure pour aujourd'hui. Je voudrais remercier tout particulièrement du coup Guillaume, Benoît et Hervé d'avoir accepté de participer aujourd'hui. C'était une thématique qui était importante de traiter pour le pôle élevage de l'ITAB. Et c'était précieux de vous avoir, vous, pour prendre la parole. En quelques mots aussi, l'élevage semble donc une des composantes incontournables de l'agriculture bio de demain.
mais des ajustements seront probablement nécessaires. Il faudra réduire la quantité de viande dans notre alimentation, avec elle adapter les systèmes agricoles bio, continuer à travailler à la question du lien aux animaux, adresser réellement la question du revenu des éleveurs et éleveuses et avec elle, celle du renouvellement des générations. Pour la suite de ce webinaire, notez qu'un replay sera disponible sur la page YouTube d'Agrignum ou sur la page YouTube de l'ITAB. Et pour poursuivre ces échanges, nous vous donnons rendez-vous sur les bancs des établissements agricoles, auprès de l'INRAE ou sur les fermes bio au quotidien. Et aux côtés de l'ITAB, on peut vous donner rendez-vous le 10 juin prochain pour un colloque sur l'actualisation des externalités de l'agriculture biologique à l'auditorium du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à La Défense à Paris. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Philippe. Oui, ben merci Swazik, merci Guillaume, Benoît et Hervé. Donc effectivement, bon, je vous enverrai le rapport des questions et selon votre disponibilité, si vous pouvez répondre à quelques-unes qui n'ont pas été répondues, ça sera bien pour les internautes. Vous aurez leur mail dans la liste des questions et c'est à ça que nous sert en particulier la rubrique Q&R. Donc merci à tous. On va clore pour ce webinaire un tout petit peu en avance parce que je dois clore avant 14 heures aujourd'hui. Donc merci vraiment. Et là, on fait un break pendant la période des congés scolaires et donc on se retrouve en mars. Donc, bonnes vacances pour ceux qui en prennent et bon courage pour ceux qui travaillent. Et à bientôt pour les prochains agro-webinaires du mardi. Au revoir. Au revoir, Au revoir. merci. Au revoir.